Nelly Shadow vous présente dans le 7e Triskaïdécaphilie du 13 avril 2021 le chapitre 6 de Hand Voltige, écrit par Nelly Shadow. Le chuintement de ces charentaises usées est la première caractéristique pour décrire Ahmed Bouchafa. Nul autre dans le foyer Sonacotra de la rue de Gergovie ne produit ce son traînant, étrangement rassurant. Les portes des chambres s'ouvrent sur son passage. De bon matin, l'humidité parfumée des douches et l'odeur des petits déjeuners suivent les pas du vieillard. « Salut, papy Pantoufle !»« Eh, papy, t'as les cigarettes promises ?»« Bonjour, papy, vous voulez prendre le café ?» Ahmed, que nous nommerons donc papy Pantoufle, salue d'un geste nonchalant de reine-mère, jette sans un regard une cartouche de Marlboro entre les mains du Tunisien de la chambre 25 et refuse d'un hochement de tête compris l'invitation des Maliens de la 28. « Pas le temps, les garçons, j'ai quelque chose à régler avec mon frère Habib. » Même si tout le monde sait dans le foyer que les deux vieux ne partagent aucun lien de parenté, nul ne se serait avisé à en faire la remarque à papy Pantoufle. Malgré sa stature microscopique et ses yeux plissés d'homme qui a longtemps regardé les réverbérations du soleil sur le désert, malgré son drôle de bonnet blanc cousu de symboles berbères et son immense chemise rayée qui lui bat les mollets, il impose le respect. Particulièrement en raison de ses connaissances des moindres recoins de la capitale, son don pour trouver toute denrée demandée contre une somme dérisoire ou de menu service, et sa force de frappe à la babouche. Car son surnom ne vient pas seulement de son pas traînant. Le vieux excelle dans l'art de la mandale pantouflée. Un mot de travers, une insolence, et vlan! Avant que l'œil n'ait saisi le geste, la joue enregistre la douleur cuisante. « Ivoire, Amar, comme ça tu aurais insulté la maman de Djibril. » Blanc! Et personne ne songe à répliquer, même ceux désireux de passer pour des durs à cuire. Les autres résidents s'y seraient opposés. « On cherche pas la merde à papy, frère. » C'est peut-être pour toutes ces raisons que l'on aime papy Pantoufle, et qu'on entretient les mêmes égards pour le vieux Habib, même s'il suscite moins de respect que son comparse. Habib Chabi est aussi corpulent qu'un taureau. Il a passé sa vie entière sur les chantiers d'Algérie, puis de France, et a bien dû construire la moitié des grandes tours du Chinatown parisien. Ces décennies de labeur l'ont laissé usé, voûté comme un chêne surchargé de lierre. Papy Pantoufle entre sans frapper dans la chambre de son ami. Le matelas du lit minuscule ploie sous le poids de l'imposant vieillard. Assis, la tête enfouie entre les mains, ce dernier n'émet qu'un vague grognement pour saluer le visiteur. « Les recherches continuent, annonce simplement papy. Personne n'a vu circuler de bijoux à mazir chez les prêteurs sur gage ou les collectionneurs. Les voleurs ont dû le garder pour eux. C'est très grave, cette histoire. Si je le retrouve, tu me revaudras ça pour très longtemps, mon frère. »« Toute ma vie, murmura Habib. Le peu qu'il en restera, si on ne récupère pas ton amulette. » La vieille carcasse massive de Habib frémit. Papy a l'impression d'assister à l'implosion d'un immeuble, quand son ami se recroqueville et tombe sur le côté, la tête dans l'oreiller. Au couinement qu'il pousse, papy pense à l'expression toute française de la montagne qui accouche de la souris. Il tapote doucement le genou de Habib. « Je vais descendre la voir avec les autres. Mais garde en tête qu'elle va finir par se rendre compte qu'un des anges gardiens manque à l'appel et qu'il n'y a plus la protection de la lune. » Habib répond par un nouveau gémissement à fendre l'âme. Sans plus de cérémonie, papy Pantoufle prend congé de lui et traîne des pieds à travers les couloirs, puis sur les marches de l'escalier, le menant au rez-de-chaussée. Dans le hall aseptisé, l'agent d'accueil explique à des migrants fraîchement débarqués le règlement intérieur du foyer. Papy Pantoufle ne ralentit même pas quand l'homme l'interpelle pour une raison sans doute sans importance. Les agents d'accueil font partie de ces Français qui le prennent pour un vieux bico un peu sénile, ce qui l'arrange. Le voilà dehors. De son pas chuintant, il grignote paisiblement les 500 mètres qui le séparent de sa destination.
les feuilles mortes s'accrochent à ses charentaises, et au-dessus de lui, des immeubles gris s'élèvent à la gloire de la modernité. De temps à autre, les fracas d'un train de grande ligne se faufilent entre les bâtisses sans âme et les chantiers sordides. Papy Pantoufle se ferme à cet environnement détestable. De l'extérieur, il donne l'impression d'être une vieille coquille que plus rien ne touche, mais son cerveau bouillonne. Toujours mauvais signe quand la terrielle apparaît à travers les rêves ou dans le miroitement furtif d'une vitre. Et là, depuis une semaine, la gueuse semble intenable. Elle doit déjà savoir pour le talisman volé à Habib. Papy Pantoufle arrive devant la masse familière de Notre-Dame du Travail. Au fronton du portail, la Vierge à l'Enfant se tasse sous les demi-cercles concentriques des arches de pierre jaune. Papy n'entre jamais par là. Il contourne l'église, par la gauche, et traîne ses charentaises jusqu'à un bouquet d'arbustes qu'un agent des espaces verts entretient avec soin pour mieux cacher l'entrée de la crypte que Papy compte emprunter. Le vieil homme prend le temps de saluer l'ouvrier municipal. « Salam aleykoum, Nassim. Comment va ta femme ? Et les enfants ?» Les deux maghrébins échangent des politesses à mi-voix, juste le temps qu'un passant qui se tient un peu trop près de la crypte parte flâner ailleurs. « Les autres sont déjà en bas, » chuchote l'ouvrier municipal. « Dites-moi à quelle heure vous comptez remonter, je dois ramasser les feuilles mortes de l'autre côté de l'église, et le chef va encore m'accuser de trop lambiner. »« Reviens donc quand tu auras ramassé toutes les feuilles, fils. Il faut pas que ton chef y croie des choses fausses comme ça. » « J'aimerais un jour vous voir lui remettre les idées en place avec vos charentaises, » rit Nassim. Il écarte doucement les branches et dévoile une porte minuscule et étroite, peinte dans les mêmes nuances que les murs de l'église, ce qui, avec les fourrés judicieusement placés, la rend quasiment impossible à repérer. Papy Pantoufle la pousse doucement et accueille avec une appréhension familière les effluves de caves inexplorées. « Soyez prudent, » souffle Nassim en refermant derrière le vieillard. Pareille recommandation n'est pas dans les habitudes de leur éclaireur. Lui aussi a senti la présence fantomatique et cette vague odeur de fauve qui annonce que la terrielle est en chasse. Papy Pantoufle fouille sous sa grosse chemise pour sortir une lampe de poche qui ressemble à un stylo d'agent secret. Un étrange pendentif carré en argent, gravé de symboles amazigh, et le passe autour de son cou. Malgré l'aspect massif du bijou, le vieillard se redresse sensiblement. Son ombre qui joue sur les murs forme une escorte menaçante tout au long de son interminable descente vers la crypte par un étroit escalier en colimaçon. Les habitants du foyer Sonacotra ne l'auraient pas reconnu leur Papy Pantoufle. Ses yeux plissés s'ouvrent largement pour mieux appréhender les secrets de l'obscurité, et il pose ses charentaises sur chaque marche avec une adresse silencieuse. Vient un moment où le moindre son est désormais étouffé. Papy entend distinctement les battements de son cœur et le bourdonnement de ses veines. Il n'est plus très loin. Il parvient à une minuscule salle circulaire au centre de laquelle, sur un socle, se dresse une urne. Des colombes aux ailes ouvertes en forment les anses. Papy ignore quelle relique l'objet renferme, s'en fiche. La crypte proprement dite n'est qu'une étape. Une porte fort basse donne sur une nouvelle volée de marche qui débouche sur un tunnel au mur parfaitement rectiligne. Une galerie d'inspection des carrières, creusée sous les ordres de Louis XVI. Papy éteint sa lampe torche miniature. Le couloir bifurque sur la gauche et une lueur baigne les parois. Le vieil homme accède enfin à une salle au plafond soutenu par des colonnes de grosses pierres empilées. Bien que 10 fois plus vaste que la crypte, Papy n'en trouve pas moins l'endroit oppressant en raison de son plafond bas et légèrement incurvé. Les murs propres indiquent que les cataphiles du dimanche n'ont pas encore poussé l'exploration jusqu'ici. Une plaque en marbre remémore le nom de l'ancienne église dont seule demeure la crypte et son urne ailée. Furoncle nécrosé au milieu de la pâleur calcaire de la salle souterraine, un puits, aux pierres noircies et aiguës, exhale une haleine humide. Papy détecte aussi la vague odeur musquée qu'il a appris à craindre. Disposés autour de la bouche fétide,
Des dizaines de photophores fabriqués à la main, avec des fils de fer tressés et des perles bleues, dispensent la lumière qui a guidé Papy. 3 hommes, tout aussi âgés que lui, et une femme, plus jeune, l'accueillent avec des regards nerveux. Le nouveau venu les connaît tous depuis plus de 30 ans. Le seul élément féminin, Kaïna, est la fille de feu Sayed Ben Salem, bouffée par le crabe en juillet dernier. Papy l'aime bien, Kaïna, car elle ne se laisse pas facilement démonter et évoque souvent les souvenirs heureux de son géniteur, que tous ont aimé. Dommage que Driss et Jahid la prennent de haut. Ces 2 têtes de mule ont décrété que seul un garçon pouvait reprendre le flambeau. Or, le regretté Sayed n'a eu que des filles, et aucun règlement ne stipule le sexe ou la religion des anges gardiens de la Terriel, les Al-Malaïk et Atalaris. Il faut juste avoir dominé sa peur face à la Terriel. En parlant de peur, Tariq Quider, l'artisan du groupe, celui dont les mains de Jean ont confectionné les photophores, pâlit quand il constate que Papy est seul. Et Habib, il n'a toujours pas un mot de plus, le coupe Papy avec une douce fermeté. Les flammes enfermées dans les lanternes ouvragées se sont en effet mises à tourbillonner sous l'effet d'un vent que nul ne sent. L'odeur musquée s'intensifie. D'un bref coup d'œil, Papy s'assure qu'une amulette d'argent pend bien au cou de chaque membre de l'assistance. Le teint de Tariq passe au cendreux. On entend une déglutition bruyante. Les os de Papy grincent quand il essaie de maîtriser ses tremblements. La faim, souffle le gros Driss. Papy le fait taire d'un regard. Une à une, les bougies s'éteignent. Un seul photophore demeure allumé, le plus éloigné du puits. Lueur trop faible pour illuminer pleinement la pièce, mais suffisante pour dévoiler ce qui sort lentement de l'excavation. Cela se déplie et se déploie à mesure que cela s'extirpe de l'étroit conduit. Papy pense à une nymphe cauchemardesque se débarrassant d'un cocon de pierre. Un halètement sourd semble provenir du ventre de l'être qui se redresse pesamment et se tient debout sur les rebords du puits. Des bras d'une envergure invraisemblable s'étendent comme à la voilure d'un vaisseau fantôme, et les 5 humains rentrent la tête dans les épaules pour ne pas être frôlés par les membres grêles, enveloppés de pans d'étoffe déchiquetées. De sous une capuche tout aussi rapissée, sort le bas d'un visage aigu, au menton tatoué d'un zigzag bleuté. Bleues sont aussi les lèvres fines et sèches comme une cicatrice. Une paire d'yeux s'ouvre beaucoup plus bas sur la silhouette fantasmatique, et les témoins se bouchent le nez quand des relents d'excréments séchés envahissent la salle souterraine et se mêlent aux muscs. La Terriel a amené son chien. C'est lui qui, laborieusement, a escaladé les parois du puits avec sa maîtresse perchée sur ses épaules. Et maintenant, étourdi d'épuisement, sans doute affamé, le pauvre R se balance d'avant en arrière, tremblant sur ses jambes courtaudes. Mon rabatteur a faim. La créature au menton tatoué a parlé, et d'entre ses lèvres bleues brillent les aiguilles ivoirines de ses dents. Tous les regards se braquent sur le gros Driss. En qualité de restaurateur, il est chargé de préparer et d'apporter les repas du rabatteur. Sa joue tremblote, et des gouttes de sueur perlent comme des larmes, mais il s'avance d'un pas, en tenant un pain de semoule enveloppé d'un drap et une bouteille de boulaouane. Le chien de la Terriel couine de contentement. Des mains rapaces agrippent les offrandes. Les dents de guingois mordent dans le pain, et le souterrain résonne au bruit d'une mastication bruyante. Mais Papy ne perd pas la Terriel des yeux. Il sait qu'elle compte le nombre de convives à ce triste festin. Où est l'ouvrier? Ah, nous y voilà déjà, hein, vieille démone, fulmine intérieurement Papy Pantoufle. Je sais très bien pourquoi il n'est pas venu. Il porte toujours le deuil de son petit-fils, dame ogresse, dit-il. Et dès qu'il fait un pas, il s'effondre en larmes. Il marchait dans la lumière de son garçon dont il voulait faire son successeur. Le regard de la Terriel pèse sur le vieil homme.
Les vertèbres de Papy se tassent, comme si un poids formidable venait d'être déposé sur ses épaules. Mais il ne baisse pas les yeux. Il claque-mure ses émotions derrière un masque impassible, alors que ses veines vibrent à l'unisson des tambourinements frénétiques de son cœur. Le limier de la terrielle gâche le silence parfait de cet affrontement en débouchant la bouteille de boulawan avec ses chicots. Le pop du bouchon amène un ricanement nerveux du côté de Kaina. La terrielle se tourne vivement vers elle et se penche en avant, au point que ses lèvres bleues ne sont plus qu'à quelques centimètres des yeux affolés de la femme. Posture grotesque force sa monture à se courber. Elle ne renonce pas pour autant à têter du boulot. Sais-tu quelque chose, l'éclaireuse, à propos d'un incident dans l'antre de mon limier? Kaina sursaute et se passe brièvement la langue sur les lèvres avant de resserrer les dents, comme si elle craignait que la créature lui arrache le petit muscle à coup de dos. Oui, très tôt ce matin, nous avons dû chasser des intrus, chuchote-t-elle. Avec tous ces jeunes imbéciles qui se sont entichés des souterrains, cela devait arriver, tôt ou tard, intervient Jaïd Quider. Je ne t'ai rien demandé, savant, crache la terrielle. Le grand et racé Jahid tombe soudain à genoux en poussant un cri étouffé et porte les deux mains à son amulette. Ce qu'il a ainsi fait plier relâche son étreinte invisible. À ma prochaine convocation, j'exige de vous voir tous les 6, sur la terrielle. Une nouvelle proie m'a ouvert l'appétit. Elle se mélange au monde des communs et à celui des esprits. Je la flaire dans les différentes strates de réalité. Elle sait se déplacer comme le vent. Elle prend grand plaisir à tuer ce qu'elle est. Cette haine, acide, brûlante. Une langue bleue, pâle, humecte les longues dents et le tatouage sur le menton s'élargit légèrement. Les pantoufles. Cette haine me plaît. Elle traverse la nuit des temps, anime les hommes et grossit le rang des spectres. Elle sera un mets savoureux. Le rabatteur a fini son repas, vidé la bouteille de vin marocain et se balance d'avant en arrière, comblé, somnolent. La terrielle le rappelle à l'ordre d'un coup de talon. Procédez comme d'habitude, pour faciliter la traque de mon rabatteur, reprend-elle, et ouvrez l'œil. Mais, ose intervenir Papy, à quoi reconnaîtrons-nous la proie que vous convoitez, dame ogresse, si elle sait se mêler aux vivants? Le sourire coupe en deux le visage à demi caché, et le tatouage s'ouvre légèrement sur une luisance baveuse. Son désir d'envoyer au diable tous les fils du Maghreb. Elle tire sur l'oreille de sa monture qui s'agenouille de mauvaise grâce en gémissant, et entreprend de redescendre dans le puits. La terrielle disparaît lentement, comme un magicien s'escamotant d'une scène. Au moment où Papy et les autres exhalent un soupir longtemps contenu, un dernier avertissement leur parvient de la bouche d'ombre. Priez pour que mon rabatteur retrouve rapidement cette proie. Il vous faudra faire vos adieux à l'ouvrier. C'est pour l'amulette d'Habib, souffle Driss après de longues minutes de consternation muette. Cela t'étonne, soupire Papy. La vieille ogresse n'ignore rien de ce qui se passe dans les entrailles de la vieille ville. Si vous tenez tous à Habib, démenez-vous comme jamais en retrouvant la trace de l'esprit qui excite tant sa convoitise. Et les deux jeunes qui ont volé l'amulette, sans qui à son tour Tariq. Une idée sur la question? Un métis en redingote et un punk à gros sourcils? Ce sera un tantinet moins compliqué que de trouver un esprit assassin, sourit Papy Pantoufle. Fin de la lecture. Vous pouvez donc rallumer vos micros si vous voulez. Vous poser des questions. Oui. C'est Femda. Merci. Et la terrielle. Elle est Je crois que je la préfère presque à Papy Pantoufle. très très méchante la terrielle. C'est pour ça que j'aime bien. Merci à tous, c'est gentil. J'ai pas eu trop le temps de m'entraîner à la lecture, mais comme j'ai un peu de théâtre, quelques années de théâtre dans mes bagages, ça peut aider.
Alors, par conséquent, comme c'est moi qui ai fait la lecture, c'est un peu compliqué, faut que j'essaie de trouver. Je peux pas trop me poser des questions à moi-même. Alors, si vous-même en avez ou avez des remarques. Bon, je crois qu'on va retourner sur la thématique des frères Jacques et de la confiture qui dégouline. Alors, comment l'inspiration m'est venue pour Papy Pantoufle, me demande Carole. Ah, bah en fait, c'est un vieux personnage que j'avais créé pour une BD, pour une bande de copains. Enfin, alors pour revenir un peu en arrière, je faisais partie d'un collectif de bandes dessinées. On sortait un magazine BD tous les 3 mois qui s'appelait le magazine Rien à voir, Rav Mag. Et moi, j'étais scénariste. Et on marchait sur des thématiques diverses, genre les animaux, le vin, enfin toutes ces conneries. Et il y avait une thématique qui s'appelait En groupe. Et donc j'ai imaginé les aventures d'un groupe de rock, sauf que parmi les membres, il y avait un vieux monsieur. C'était le grand-père d'une des guitaristes qui va remplacer au pied levé un des musiciens. Un vieux maghrébin, bon, un petit peu tradit et tout, et je voulais voir le choc des cultures entre les rockers un peu glam et puis ce vieux monsieur à pantoufles. Il y en a qui bouffent des chips, je sais pas qui c'est. Et donc, bah, Papy Pantoufle, c'est à partir de ce petit monsieur en BD. J'avais trouvé l'idée tellement sympa que j'ai voulu la réitérer. J'ai essayé de faire un autre scénario sur la même BD, mais bon, ça n'a pas marché. Donc j'ai recyclé le personnage pour Paris est une bête. Et bon, non, bah, c'est en fait un peu tous les vieux monsieur que j'ai rencontrés, comme j'habite à Montreuil et Pierrefitte. Je croise beaucoup de populations maghrébines, des petits vieux assez rigolos qui parlent entre eux, qui s'engueulent, enfin. Il vient de toutes ces influences. La vie. Bah, du coup, voilà, ça explique la scène entre Papy et les Goths. En fait, c'est un petit peu le point d'orgue du roman, finalement. C'est la rencontre entre Fusain et sa bande, et puis Papy Pantoufle. Donc, ouais, je trouvais le décalage assez rigolo, effectivement. Il y a eu une sensation de déjà vu. Oh. Après, ce qui était vraiment cool, oui, dans une autre vie, dans une autre histoire, ce qui était vraiment cool, c'est que, en fait, les passages avec Papy Pantoufle, c'est ceux que j'ai écrits le plus facilement. J'avais vraiment sa voix dans la tête, quoi. J'avais la voix de tous ces petits vieux maghrébins qui engueulent leurs petits enfants chez le docteur ou qui s'interpellent entre eux. Et puis, bah, le fait d'avoir sa voix dans la tête, ça m'a vraiment guidé et ça a guidé ma plume en tout cas. Ah mais oui, non, mais carrément, les petits vieux de Montreuil, bah oui, c'est clair. Il y avait un petit vieux qui s'était fait, qui attendait derrière un type au distributeur de billets. Le distributeur a mangé la carte du monsieur qui est parti en disant «Oh, il a mangé ma carte, c'est un scandale!» Et le petit vieux, pourquoi il dit qu'elle a mangé sa carte? Mais c'est pas un crocodile, la machine! C'est des remarques comme ça que j'entendais. Enfin, du coup, il faut absolument que je fasse un personnage comme ça, quoi. Alors, comment tu as créé les persos du groupe de jeunes? Bah, merci pour la question, Cible. Bah, en fait, les persos du groupe de jeunes, il y en a certains qui sont très 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 vieux. Quand j'étais petite, j'avais adoré le film Ghostbusters. Et j'avais fait une BD reprenant dans la thématique de la chasse aux fantômes, mais c'était avec des gamins de mon âge, quoi, genre 8 ans. Et parmi eux, il y avait Byron, Leila et Fusain. Sauf qu'ils s'appelaient pas Byron, Leila et Fusain, ils s'appelaient genre Riri, Fifi et Loulou ou des noms à la con. Et puis bah, ils m'ont suivi en tout cas à travers toutes mes créations, que ce soit des BD ratés, des romans inachevés. Et j'ai décidé de les recycler. Et au fur et à mesure, ils ont pris de nouvelles caractéristiques, un nouveau physique. Byron, petit à petit, j'avais décidé il y a très très longtemps de faire qu'il a un accent anglais à couper au couteau comme Jane Birkin, et ça amenait des querelles entre lui et Fusain, qui s'appelait pas encore Fusain, qui était un mec tout timide qui tombait amoureux de Lila, comme dans le roman. Et ça, en fait, ils ont connu une évolution de plus de 30 ans, quoi. Et seule la Santeria, en fait, est une création originale hein, rien que pour le roman. Je voulais faire un quatuor, enfin un trio de deux pour commencer, auquel se joindrait Leila. Et je voulais un personnage qui se démarque complètement de Fusain et Byron. Et je pensais à la Santeria, qui était un petit peu, bah, un peu le casse-couille de service, mais en mode monsieur je sais tout, avec ses petits airs supérieurs et tout ça.
Et donc j'avais vu une photo de goth adresse, de métis, j'ai dit, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris ce personnage-là. Et du coup, bon, ouais, j'ai assez rapidement trouvé sa voix en fait, hein. Nikolavitch, un de ces quatre, faudra que j'essaie de recycler le taulier vietnamien d'un bar de la rue Broca qui essayait de me parler en serbo-croate. Il avait un chouette sens de la répartie. Bah, c'est comme ça que ça se passe en général pour l'écriture des personnages. Des fois, quand tu tombes sur un personnage tellement larger than life dans la vraie vie que tu ne peux pas ne pas l'ajouter dans un de tes romans ou scénarios, quoi. C'est pas possible. Enfin, faut savoir s'inspirer du réel aussi. Ouais, en fait, c'est vrai que donc le taulier vietnamien, c'est la muse de plein d'écrivains parisiens sans douter une seconde. Bah, faudrait que vous lui dédicaciez un de vos livres, hein. Alors, Sibyl, donc tu imagines la voix de tes persos? Bah, tout à fait. Tout à fait, j'essaie d'avoir vraiment leur voix en tête, hein. Si je n'ai pas un timbre particulier, si je n'ai pas la bonne intonation, j'ai du mal à écrire les dialogues. Enfin, ça aide vraiment, en tout cas, pour écrire des dialogues assez naturels. Chacun ont leur propre type verbaux, expressions, intonations, etc. Alors, Papy Pantoufle, c'est plié, que bon, bah voilà, quoi. Et des petits vieux du Maghreb avec un peu pince sans rire, qui parle tout en douceur, mais en même temps, il y a toujours quelque chose de voilé, diabolique en dessous, genre il va te mandéler la gueule. Et pareil, bah Byron, la Santeria, ils avaient vraiment leur voix. Fusain un peu moins. C'était les passages avec lui qui étaient un peu difficiles à écrire, alors que c'était la première personne et tout. J'avais pas tout à fait sa voix en tête. Parce que le personnage, il a suivi tellement d'évolution que, ben, j'ai un peu perdu en cours de route, mais bon, ça a quand même marché. Alors Melchior, Papy Pantoufle est prévu dans Pension, mais oui, il est prévu. Je vais quand même pas jarter mon personnage fétiche vedette que tout le monde aime. Oui, oui, il sera bel et bien dans Pension. Surtout que, ben, une des thématiques du bouquin, en tout cas, ce sera la solitude des petits vieux, mais bon, en mode un peu plus série B quand même, heureusement. Donc ce sera pas tire-larme, mais ça montrera bien, en tout cas, la réalité de la solitude des personnes âgées. Et la Terrielle, est-ce qu'elle sera de retour? Bah, pareil. Obligé, de toute façon, la Terrielle, c'est un petit peu celle qui régule les mauvais esprits, les fantômes de Paris, et puis c'est elle qui jette forcément Papy Pantoufle sur la trace des mystères. Ah, ça fait plaisir. C'est clair, Papy Pantoufle is the best. Il is. Ça me bagarre. Je sais plus à quoi je pensais, là. J'avais une référence en tête, mais... Enfin, quant à la création du personnage de Papy Pantoufle, en fait, c'est parti. Bon, c'est pas très grave. Ça va peut-être me revenir au fur et à mesure. Ah, je vois que vous êtes content. Alors, pour expliquer vite fait, en tout cas pour la terrielle, c'est un peu obligé qu'elle soit là, parce qu'en plus, bon, on va retrouver le rabatteur, cette espèce de pauvre petit vieux clochardisé dont elle se sert pour accéder au monde des mortels. Et ceux qui ont lu le livre savent qu'il y a un lien très fort qui unit le rabatteur à un des personnages du roman. Obligé, faut qu'on retrouve le rabatteur. Ah oui, concernant Papy Pantoufle aussi. Euh, ben, une des une information qui m'avait aidé à nourrir le personnage, ainsi que le personnage de Habib et le fait qu'il vive dans un foyer Sonacotra, c'est un article du Monde qui doit dater d'il y a plus de 20 ans, qui décrit le sort des ouvriers algériens qui sont arrivés en France dans les années 60-70 et qui se retrouvent maintenant claquemurés dans des chambres dans les fameux foyers Sonacotra, qui s'appellent maintenant, si ma mémoire est bonne, les foyers Aviva, je crois. Et ironie du sort, le foyer Sonacotra, je crois que c'était des foyers dépendants du ministère de l'Intérieur pour pouvoir fliquer les ressortissants algériens. Et donc ça partait pas vraiment d'une très bonne intention en fait. Non, c'est les foyers Adoma, voilà. Et donc voilà, j'avais vu tout ce reportage qui recueillait le témoignage de ces petits vieux qui vivaient tout seuls dans des chambres de 9 mètres carrés. Céline Badarou, le rabatteur, c'est trop un personnage triste. Ouais, bah oui, c'est un personnage tragique, effectivement, quoi. Il est présenté au début de façon assez grotesque, avec le fait qu'il soit couvert de croûte, de crasse, qu'il pue la mort, mais oui, non.
il est présenté en tout cas avant qu'il soit le rabatteur dans une courte nouvelle qui s'appelle Scène de crime et qui est dispo dans un recueil qui sont donc les teasers des saisons 2, des saisons de l'étrange. Normalement, je crois qu'on peut le trouver sur le site des moutons. Et on en sait plus sur le rabatteur, ses origines, ainsi que la tragédie dont il a été témoin et qui lui a peut-être ruiné les neurones. Alors, Sibylle, tu fais des recherches pour les lieux que tu utilises ou ce sont des endroits que tu connais, que tu as visités? Alors, la plupart du temps, je fais des recherches. Bon, Paris, je connais assez bien parce que ça fait 18 ans que je vis en région parisienne. Et à part l'espèce de bain public dans lequel se retrouvent les autres, Leïla et compagnie, qui se trouvent en fait dans une rue qui n'existe pas, qui est donc un établissement que j'ai complètement inventé. Le reste, en tout cas, c'est vraiment fruit de recherche. Comme les catacombes, par exemple, j'ai lu pas mal de bouquins sur les galeries, sur les différents motifs, panneaux et puis tags que tu peux trouver. Faudrait aussi que je cesse de trouver je trouve l'occasion de faire des scènes avec les cataflics, qui sont donc des flics spécialisés dans le débusquage des cataphiles. La plupart de ces policiers, c'était d'anciens cataphiles, et c'était souvent le jeu du chat et de la souris entre ces policiers et puis les explorateurs, ceux leur bain. Pour le cimetière où se passe le dénouement, le cimetière du Calvaire, je n'ai pas pu le visiter au moment de l'écriture, malheureusement, parce que ce cimetière n'ouvre qu'une fois par an, c'est-à-dire le jour de la Toussaint. Et manque de bol, le roman était déjà sorti quand le cimetière était enfin accessible aux visiteurs. Donc j'ai dû me fier à des recherches Google, je me suis dévissé le cou pour voir à travers la grille fermée, pour voir un peu à quoi ça ressemblait, l'ambiance et tout. Mais enfin, après, merci Google en tout cas pour les écrivains modernes, parce que c'était quand même c'est pas gagné de pouvoir explorer tout Paris de A à Z quand il le faut. Mais voilà quoi, c'est beaucoup de recherches et puis d'endroits que j'aurais voulu visiter mais que j'ai pas eu l'occasion de visiter. Comme tout le monde, je pense que j'aurais voulu voir un peu plus les catacombes en mode urbex. Ça, pour ça, il faut connaître des cataphiles. Vous avez d'autres questions? Vous êtes tous morts. Ah, là, j'ai une course à la question. De Sibylle ou Céline, qui c'est qui va finir en premier? Céline a tué Nikolavitch. Bah, oh tiens, merde, il est passé. Alors, Sibylle, est-ce qu'il n'y aurait pas un personnage inspiré de toi dans ce roman? Alors, très légèrement. Fusain a une petite sœur qui a 10 ans, et c'est l'âge que j'avais à l'époque des faits, à l'époque de Malik Ousekine et tout, parce qu'il faut savoir que ça se passe en 86 et je suis née en 76. Et donc oui, tout à fait, Fusain a bien une frangine de mon âge qui adore les films d'horreur, qui adore mater des films et tout. Bon, j'étais un peu moins agitée du bocal qu'elle et j'aime un peu moins les bonbons. Mais bon, il y a quelques éléments de mon enfance en tout cas qui transparaissent à travers le personnage de Sam. Ça fait plaisir de voir Nikolavitch écouter sagement. Ah, comment ça, Leto Nikolavitch te donne des pages. Il bosse pour toi. Ah ouais. Non, Fusain, je n'ai pas de grand frère. Je n'ai pas de grand frère. J'ai juste une sœur aînée qui n'a pas du tout l'âge de Fusain. Elle a 4 ans de plus que moi, quoi. Bon bah merci beaucoup, Julie, d'être passée. À très bientôt. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant Paris est une bête ou les saisons de l'étrange ou autre? Parle-nous des couvertures de la série. Si tu veux, je peux peut-être laisser la parole à Melchior. Hein? Melchior. Si je dis son nom 3 fois, il va apparaître. Melchior! Il s'est fait mal tout seul, je crois. J'ai entendu, elle répond plus, ça va. Qu'est-ce qu'il faut que... Parle-nous des couvertures de la série. Moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je sais pas, Melchior, il te conduit mal, bah oui. Le roman de fantasy, tu parles de qui, là? Bloody Melchior va apparaître, il est juste à côté de moi, là. Ah oui, la couverture. C'est cool qu'elle te plaise. Je suis encore plus content de celle de pension. Ouais. Attends, je vais lui filer le casque au monsieur pour qu'il puisse... Ah, bah non, parce que sinon tu peux pas l'entendre.
Ah, Bon, je laisse Alors, de 30 secondes le micro à Melchior oui. quand il aura dégourdi sa jambe pleine de fourmis. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Qu'est-ce qu'il faut que je dise sur la couverture? À part que tout le monde dit qu'elle est inspirée de Stranger Things, ce qui est absolument faux. Alors, si vous avez remarqué dans la couverture, d'où elle vient? Euh, alors, elle vient que Hand Voltige est très inspiré enfin toute la série de Paris est une bête, chaque volume est censé être un hommage, on va dire, à un film de série B. Donc Hand Voltige, c'est Maniac Cop. Et en fait, le principe, c'était de faire de la couverture une affiche de film. Donc si vous regardez en bas de la couverture, il y a ce qu'on appelle un credit block. C'est là où on met tout le casting du film, et donc vous retrouverez tous les personnages, euh, tous les noms des intervenants dans le bouquin. Il y a un générique aussi à la fin du livre, il y a un générique de fin. Euh, et après, ça vient des années 80, donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'est très kingien, j'ai bêtement repris la typo de Dead Zone. Oui, et je crois que l'assemblage aussi ressemble un peu à Dead Zone. Il faut savoir que j'ai vu pas mal de trucs passer dire que ça vient de Stranger Things, mais non, pas du tout. C'est Stranger Things qui s'est inspiré de Spielberg et de King. Donc, Comme dit Emile, c'est c'est Stranger Stranger Things Things. qui s'est inspiré du travail de Melchior. Non, parce que ça aurait été mieux si c'était moi qui avait inspiré le truc. Voilà. Et pareil pour En Tension et En Sécurité, qui sera donc le troisième. Voilà. C'est des hommages des hommages aux affiches de série B. Voilà, des vieux films d'horreur avec, comme c'est les années 80, ça brille, il y a du fluo, il y a du violet, ça chatoie. Les yeux avertis auront noté que c'est le seul bouquin de la fournée 19, Ouais, je crois. il me semble, qui est sous couverture brillante. Les autres sont sous une couverture mate, mais celui-là, il fallait absolument qu'il ait une couverture brillante pour que ça flamboie et chatoie. Donc voilà, c'est c'est ma petite incursion là-dedans dans le cinébis des années 80. Je te rends la parole, Nelly, pour que tu me parles de Avant 7 jours. Eh bien, merci Melchior Ascari, qui a vraiment une tête beaucoup plus large que la mienne. Voilà, que j'ai mis écouteur comme il faut. Oui, il a des... En effet, un de mes gentils petits chats a bien gratté les bouquins qui étaient entreposés sous mon plumard. Donc, il a fallu que je fasse une distribution surprise. On peut faire autrement. Et sinon, bon, pour reprendre la question d'Alex Nikolavitch, à propos de mon bouquin en cours Avant 7 jours. Alors déjà, je suis censée le rendre dans 2 jours. Et je suis toujours au premier jet, donc mon éditeur devra se contenter pour l'instant d'une version non finalisée et inachevée pendant que je termine le reste. Et pour parler du bouquin en lui-même, c'est un bouquin, enfin c'est une ambiance assez kingienne, je trouve. Enfin, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je l'écrivais. Surtout que je fais sa méthode à lui, c'est-à-dire écrire à la zob, t'as une idée, et puis tu te lances, tu écris au fil de la plume. 2 jours tranquilles, ouais c'est ça. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une île imaginaire qui s'appelle Unsili et qui se trouve donc dans la mer d'Irlande, coincée entre le pays de Galles et l'Irlande. Et sur cette île vivotent 999 habitants, pas un de plus, pas un de moins. Et ces insulaires vivent au rythme de rites païens, genre ils célèbrent Samhain, Beltane, Yule, Imbolc, etc. En même temps, c'est pas vraiment l'île de Man. Je sais pas si c'est dans la mer d'Irlande, l'île de Man. Et avec une attention toute particulière à bien célébrer les rites inhérents à chacune de ces festivités. Et nous, lecteurs, on suit en tout cas le parcours d'une adolescente très mal dans sa peau qui s'appelle Siofra, qui est un peu qui est complètement la paria à son école. Ses parents la comprennent pas. Enfin, c'est quelqu'un de très très solitaire et très triste. Et puis un jour, débarque sur l'île la fille du fossoyeur. Elle s'appelle Jodie, c'est une espèce de garçon manqué un peu punk, très rebelle, assez cultivé aussi, qui va prendre Choufra sous son aile.
je le dis avec l'accent irlandais, qui va prendre Siofra sous son aile, et qui va lui faire découvrir les cures, qui va lui faire découvrir l'aventure, l'amitié, etc. Et elle finira petit à petit par se lier avec d'autres gamins de l'île, et ça va être... Ils vont commencer à vouloir résoudre les mystères qui entourent les rituels, le fait qu'on doit rester toujours à 999 personnes, le fait que à chaque nuit de Samhain, faut enfermer les enfants dans le gymnase, et une espèce de tempête surnaturelle se déchaîne, et les adultes les adultes gardent les gamins dans le secret tant qu'ils n'auront pas atteint 18 ans, et donc ça va être à Siofra et Jodie de savoir pourquoi. Bah merci Camille. Non, c'est pas The Wicker Man, Sibylle. Il crame pas des statues de paille. Par contre, oui, il crame du hou pour célébrer la mort du roi hou en hiver. Non, c'est pas The Wicker Man. Ah, pas tout à fait, en tout cas. Surtout qu'il y a un secret très secret dans le cimetière, le vieux cimetière de Nseli, gardé par le fossoyeur, le père de Jodie, qui est une espèce d'ogre, alcoolo, brutal. Il y a pas Christopher Lee tout grimé, ni Nicolas Cage qui a peur des abeilles. Ah, si crame des banquiers, j'en suis. Ouais, j'y ai pas pensé, désolée Céline, je pense pas que j'aurai le temps d'inclure ça. Donc le père ne bouffera pas sa fille, ça t'en sait rien. Melchior a lu une bonne partie, il trouve que c'est vachement bien malgré l'absence de Nicolas Cage. Ah non, 999 personnes et pas de banquier. Enfin, c'est une espèce d'île plus ou moins autosuffisante, mais bon, ils ont le téléphone, l'électricité, mais je pense que ça dépend aussi grâce aux autres grandes îles alentours, comme c'est les communistes. Ouais, j'ai pas évoqué la faucille et le marteau, hélas. Mais oui, il y a la couleur rouge qui joue un grand rôle dans certains des rituels païens qu'ils entretiennent, donc ouais, c'est peut-être des communistes celtiques, quoi. Mais bon, pour l'instant, j'ai eu beaucoup de mal à avancer sur ce fucking bouquin, parce que j'ai pas fait de plan, j'ai écrit à la va comme je te pousse et au fil de la plume, ce qui est pas toujours une très bonne idée. Et pendant un moment, je sais pas si c'est à cause du confinement, enfin du fait de vivre cloîtré à cause du Covid, mais j'ai eu des grosses pannes de motivation. Pas d'inspiration, mais de motivation, quoi. On va essayer quand même de finir ce putain de bouquin en les temps. Alors Melchior dit, je fais genre, mais pour une meuf qui galère, je gère de ouf. Ouais, non, non, je crois que je vais avoir besoin d'une cure de vitamines. Ben voilà, tout comme Alex, pour qui le premier confinement a bien plombé le prochain bouquin, de toute façon, je connais pas un artiste, que ce soit dessinateur, écrivain, etc., qui n'a pas eu une panne dans cette période, quoi. Alors, Sibylle, ça manque de chat dans Hand Voltige. Bah, c'est vrai que j'adore les animaux, mais j'ai tendance à oublier d'en ajouter dans mes bouquins, très bizarrement. J'y pense beaucoup, justement, avec Avancée de jour, je me dis, merde, ils sont sur une île où ils élèvent des moutons, mais j'ai pas pensé à ajouter des chiens. Il faudra que je trouve une explication qui ajoute des chats sauf s'ils finissent mal. Ben, le problème c'est qu'avec beaucoup de films d'horreur des années 80 que j'ai vus, ils ont tendance à mal finir, donc je sais pas si c'est une bonne idée d'ajouter des chats. Comme dit Céline, elle a réglé le problème, pas d'humain chez elle. Ouais, moi je dépends trop des humains en fait. Alors Luto, moi il y aura des chats dans le prochain, mais ce sera toujours pas une fiction. Ce sera quoi? Ce sera Les Chatons, l'adaptation d'Escaton. Globule, c'est comme dans l'âge des glaces, les humains pourrissent l'histoire. Ouais, c'est pas faux. Alors, Sibylle, on a le droit à la 4e de couve de haute tension? Ben, pour l'instant, non. Il faudra peut-être que je fasse une annonce là-dessus, justement. Peut-être que ce sera temps que je crée une 4e de couve. Mais si tu veux un résumé, en tout cas, en tension, ça va donc reprendre, ça va s'inspirer du Choker de Wes Craven. Vous savez, l'histoire de ce tueur fou réparateur de télé qui se sert des ondes télé pour commettre ses forfaits. Ça va aussi s'inspirer un peu de l'affaire Thierry Paulin, mais bon, sauf que on va essayer de pas la faire trop glauque, parce que l'affaire originale elle-même, elle est bien dégueulasse. Donc oui, donc notre troupe de goths vont être mêlés à une affaire d'assassinat de vieille dame, esselée, femme de Pascal Sevran. On va pas s'étaler plus. Et parallèlement, il y a Leila et Sam, la petite sœur de Fusain, qui aimeraient bien monter un groupe de rock. Byron a offert une batterie à Sam. Bah oui, voilà, oui. Schimmer se souvient
du petit extrait que j'ai posté sur le Ulule. Et bon, ça va donc parler de la solitude des petits vieux, des joies de la télévision des années 80, parce que je peux vous dire qu'on se plaint de Hanouna, mais à l'époque, c'était pas folichon. C'était même carrément de la merde. Et puis, ben, on aura donc une espèce de tueur fou qui passe à travers les téléviseurs, et j'espère que ça va être marrant et que ça va vous plaire. Ah non, non, mais les taux, je veux pas que ce soit... je veux pas revoir les Pascal Sevran, c'est... comme avait dit quelqu'un sur Twitter, je crois que c'était l'air Bob Fumble, c'est impossible à concevoir qu'un tel mec ait eu autant de succès. Céline, la gaffe du Big Deal en tueur, c'est trop flippant. Mais oui! Alphonse, EO et TV6. Bah, ça a pas duré très longtemps, TV6, c'était une espèce de wannabe MTV, mais bon, après, ça a été remplacé par M6. Et bon, bah, malheureusement, on n'a plus eu les clips des années 80. Non, mais c'est marrant. Il y aura du Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault, Pascal Sevran, donc. Enfin, je crois que Pascal Sevran, en plus, vous l'aimez bien, hein, avec sa coupe de Ken Toulon, et en plus, je crois que c'était le plus kitsch qu'on pouvait trouver à la télé de l'époque. Non, Pascal Sevran. Et Tintin, bah oui, il y aura Tintin, hein. Obligé, enfin, je sais pas s'il fera une apparition, parce que personne ne sait à quoi il ressemble, Tintin. Hein. Et dans l'extrait que j'avais posté sur le Ulule, je peux vous retrouver si vous voulez, il y a bien une référence à Tintin. Vince Sevran avait le pouvoir d'hypnotiser avec ses clignements de... Ah, oh ouais, non, mais c'était une espèce de tic qu'il avait, c'était fascinant, quoi. Je crois qu'il envoyait des espèces de messages en morse ou quelque chose comme ça, quoi. Et ça devait hypnotiser les vieilles. Ah, bah, salut Leto. Elle nous quitte, elle nous quitte avant que je sorte Stéphane Collaro. Ça, j'allais l'oublier, merci de me le rappeler. Bah, bonne soirée à toi, et puis bah, merci d'être venu, en tout cas. Et sois pas trop dur avec Alex, quand même, hein. C'est un bon garçon. Alors, attendez que je vous retrouve l'extrait de En tension. Extrait que j'ai écrit assez rapidement et à la ZOP, parce qu'il fallait quand même fournir de la matière pour le financement participatif. Je dois quand même avouer. Mais bon, c'est venu assez vite, donc j'ose espérer que je vais avoir le mojo. Alors, je vous mets le lien sur le chat. Belchior a donc une théorie sur les clignements d'yeux de Pascal Sevran, c'était pour garder ses yeux de reptile humides. Ah, mais oui, c'est pour ça. Si, mais je ne sais pas si j'offrirai Sevran en sacrifice à la terrielle. Je sais pas si la terrielle voudra bouffer Pascal Sevran, elle a quand même des limites, hein. Elle bouffe des spectres, mais elle bouffe pas des reptiliens aux yeux humides, quoi. Il y en a qui ont trop regardé V, ben, remarque, ça tombe bien, hein, je sais, la série date des années 80. Je sais plus de quelle année exactement, je crois que c'est 87 ou 88. Alors, date de diffusion. Ah ouais, putain, c'est vieux. Ça a été diffusé sur France 2 en 85. Ah, ça va. C'est approprié comme référence. Ouais. Il y aura donc des références aux séries télé de l'époque, Croque Vacances, tout ça. Puis bon, je vais jouer à fond avec la nostalgie, comme d'hab, hein. Enfin, pas la nostalgie très nostalgique, on va dire. Parce que j'ai quand même détesté un peu ces années-là. Et avec le recul, je me rends compte que les émissions, elles étaient quand même bien limite. Albator. Albator 84. Enfin, mon préféré, c'était celui de 84. Alors, avez-vous d'autres questions concernant Albator, la télé de l'époque, la terrielle? Ouais, je suis d'accord, Julien. Il est assez chouette. J'ai le DVD de la série de 78 et bon, ça a un peu mal vieilli. Après, ça reste plutôt intéressant, mais le seul problème, c'est que j'ai que la musique de la distribution française qui a été composée par Barbelivien, sa mère, quoi. Elle est infâme. Je sais pas, faudrait que je trouve un DVD en japonais. Avant de me faire penser du coup. Faudrait que j'en fasse la série préférée de la petite Sam dans On va paraître une bête. Bah, si tu veux préserver tes oreilles, Julien, écoute, j'espère que tu n'as jamais écouté la bande originale de la VF, quoi. C'est bon. Et Cobra parce que Armanoïde. Ah bah Cobra, c'était mon héros. Oh non! Cobra, la musique, ça allait encore. Ils ont quand même gardé la bande son originale. Bon, il y a que le générique qui change, mais c'est pas non plus trop honteux. Ça y est, tout le monde va sortir les trucs. Captain Flamme, ouais. Mais dites voir, il est 19h.
Bah, merci à toi, Chimère, en tout cas, d'être passé. Puis, bah, ça m'a fait plaisir. Et, bah, je suis super contente que ça t'ait plu, en tout cas. Et, ouais, je vais faire de mon mieux, en tout cas, pour rendre justice au personnage dans la suite, en tension. Je pense que ça va être le moment d'annoncer notre prochaine lectrice, parce que c'est une lectrice, Triskaï Décafile pour mai. Elle se tapit dans le chat. Elle se fait toute petite, mais je l'ai repérée. Hein, Céline? Le mois prochain, on va accueillir Céline Badarou pour Ravenger et Ward 2. Je suis pas là, mais si t'es là. Obligé, t'as dit oui. T'as dit oui, t'es dispo pour le 13 mai. Mais oui, voilà, on compte sur toi. Donc on aura donc Céline en mai pour nous parler de la suite de Ravenger et Ward, hein, pour parler des séries sans humains, parce que les humains ça gâche tout. Ben Céline a trouvé la solution avec sa série animalière. Voilà, Ravenger et Ward 2, la sirène bipolaire. Les humains c'est naze. Ouais, c'est pas faux. Enfin, c'est ce que pense Princesse Mononoke aussi. Et pour juin, je pensais faire appel à un des auteurs du Café Cobalt à nouveau, parce que comme vous êtes assez nombreux les enfants, donc, je pense que vous formez un vivier de lecture très intéressant. Donc en attendant, bah, on attend Céline de pied ferme le mois prochain. Bah merci à tous en tout cas d'être venus écouter. Ben merci pour les questions. Et puis bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'animer, de faire les questions-réponses toute seule, quoi. Faut pas hésiter à allumer vos micros si besoin. Bah merci à vous, en tout cas c'est très gentil. Et oui, la prochaine. Puis t'inquiète Céline qu'on va te préparer une jolie bannière, comme tous les mois. Bonne soirée à tous.